Mes parents ont refusé de m'aider quand j'étais malade. Maintenant, ils veulent que j'élève les enfants de ma sœur, alors je leur ai donné un électrochoc qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Mes parents ont refusé de m'aider quand j'étais malade. Maintenant, ils veulent que j'élève les enfants de ma sœur, alors je leur ai donné un électrochoc qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Je m'appelle Maria, j'ai 31 ans, et je n'ai pas parlé à mes parents depuis presque 7 ans. Tout a commencé lorsque l'on m'a diagnostiqué un lupus, une maladie auto-immune qui a bouleversé mon monde. Les médicaments dont j'avais besoin n'étaient pas couverts par mon assurance. Et en tant que graphiste freelance entre deux contrats, je joignais à peine les deux bouts. J'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé mes parents. Maman, papa, j'ai besoin d'aide pour payer mes médicaments. Juste pour quelques mois, le temps que je me remette sur pied. Le silence a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis est venue la réponse froide de mon père. Maria, tu as 24 ans. Tu dois te débrouiller toute seule. Ne compte pas sur nous simplement parce que nous sommes ta famille. La voix de ma mère s'est jointe à la sienne, tout aussi dédaigneuse. Nous ne pouvons pas encourager ta dépendance. Tu trouveras un moyen. J'étais abasourdie. Il ne s'agissait pas de demander la charité. Il s'agissait de survie. Les médicaments coûtaient 800 $ par mois, une somme que je n'avais tout simplement pas pendant ma recherche d'emploi. Mais leur message était on ne peut plus clair. J'étais seule. Nous avons eu une dispute violente ce soir-là. Je leur ai dit exactement ce que je pensais de leur soi-disant amour à la dure. Comment ils m'avaient toujours fait sentir comme une étrangère dans ma propre famille. Ils ne se sont jamais excusés, pas une seule fois en 7 ans. J'ai fini par m'en sortir, en rognant sur toutes les dépenses possibles. J'ai vécu de nouilles instantanées pendant des mois, j'ai abandonné mon appartement pour loger chez des amis, j'ai vendu tout ce que je possédais de valeur. Le stress a probablement aggravé mon état, mais j'ai survécu sans leur aide. Ma sœur aînée, Vanessa, 35 ans, est restée leur enfant chéri pendant tout ce temps. Elle était tout ce qu'ils voulaient, mariée jeune à son amour de fac, Richard, mère de 2 belles filles, vivant en banlieue avec ses rêves de vie parfaite. Pendant que je luttais avec ma santé et ma carrière, elle se prélassait dans leur approbation et leur soutien. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé, Vanessa, qui avait toujours tout eu sur un plateau d'argent, n'a jamais pris de mes nouvelles pendant ma période la plus sombre. Quand nos parents me dépeignaient comme la fille difficile et ingrate, elle restait silencieuse. Quand les réunions de famille sont devenues des moments tendus où j'étais traitée comme le mouton noir, elle n'a rien dit. Mais la vie a une façon de remettre les compteurs à zéro, n'est-ce pas? Les années ont passé. J'ai monté mon entreprise de design à partir de rien, j'ai trouvé l'amour avec James, un homme bon et stable qui est devenu mon ancre, et nous nous sommes mariés il y a 2 ans. Nous avons créé notre propre petite cellule familiale, passant les fêtes avec sa famille chaleureuse et accueillante qui m'a traité comme si j'avais toujours fait partie des leurs. Pendant ce temps, j'observais de loin la vie parfaite de Vanessa commencer à se fissurer. Le monde parfait de Vanessa a commencé à s'effondrer il y a 3 ans, bien qu'aucun de nous n'ait vu les signes au début. Richard avait toujours été le gendre idéal aux yeux de mes parents. Directeur marketing à succès, mari dévoué, père impliqué. Il entraînait l'équipe de football de la petite Emma et ne manquait jamais un récital de danse de Sofia. Ce que nous ne savions pas, c'est que Richard avait développé un problème de jeu. Ça a commencé modestement, des ligues de fantasy football au bureau, des virées occasionnelles au casino avec des collègues. Mais comme toutes les addictions, cela a pris des racines insidieuses, se propageant dans leurs finances jusqu'à tout empoisonner. J'ai appris tout cela bien plus tard. Mais apparemment, Richard cachait ses pertes depuis des mois, cartes de crédit au maximum, refinancement de leur maison en secret, et même des emprunts sur son plan d'épargne retraite. Vanessa a tout découvert lorsque leur paiement d'hypothèque a été rejeté et qu'elle a reçu un avis de saisie immobilière. La confrontation a dû être dévastatrice. Richard s'est effondré, a tout avoué, a promis de se faire aider. Ils ont essayé la thérapie de couple, les joueurs anonymes, la planification financière. Pendant un temps, il semblait qu'ils pourraient s'en sortir. Mes parents se sont mobilisés autour d'eux, leur offrant un soutien émotionnel et une aide financière pour éviter la faillite.
Mais les addictions sont rusées. Juste au moment où tout le monde pensait que Richard allait mieux, il rechutait. Un week-end à Atlantic City, des parties de poker en ligne pendant les heures de travail. Chaque revers leur coûtait plus que de l'argent. Cela érodait la confiance de Vanessa et la patience de mes parents. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée il y a 6 mois. Richard était sobre depuis 4 mois, du moins c'est ce que tout le monde pensait. Puis Vanessa a découvert qu'il avait vidé les comptes d'épargne-études de leur fille, de l'argent que leurs grands-parents avaient laissé spécifiquement pour l'éducation d'Emma et Sophia. 23 000 $ partis en fumée en un seul week-end de jeux frénétiques à Las Vegas. Vanessa a demandé le divorce immédiatement. Les papiers lui ont été signifiés alors que Richard était chez son frère, se cachant de la honte de ce qu'il avait fait. Il n'a rien contesté. La culpabilité le rongeait, mais le mal était fait. Leur maison était en cours de saisie, leurs économies épuisées, et Vanessa se retrouvait à reconstruire sa vie en tant que mère célibataire avec 2 enfants traumatisés. Elle est retournée vivre temporairement chez nos parents, juste le temps qu'elle puisse se remettre sur pied. C'est là que le vrai cauchemar a commencé. Vivre à nouveau sous le même toit a révélé à quel point tout le monde avait changé et comment les vieilles blessures suppuraient encore sous la surface. Mes parents, maintenant sexagénaires et fraîchement retraités, se sont retrouvés en difficulté avec 2 filles énergiques de 8 et 10 ans. Vanessa, aux prises avec sa propre dépression et le stress de la recherche d'emploi, n'était pas la fille reconnaissante qu'ils attendaient. Et quelque part dans un coin de leur tête, ils se sont souvenus qu'ils avaient une autre fille. L'appel téléphonique est arrivé un mardi soir, alors que James et moi préparions le dîner. 7 ans de silence, et soudain la voix de ma mère était à l'autre bout du fil, hésitante mais déterminée. « Maria, c'est maman. Il faut qu'on parle. » Mon premier réflexe a été de raccrocher. 7 ans sans un mot et maintenant elle avait besoin de quelque chose. Mais la curiosité l'a emportée. J'ai fait signe à James de baisser le son de la télé et j'ai pris l'appel dans notre chambre pour plus d'intimité. « Que veux-tu ? » J'ai gardé ma voix neutre, ne laissant rien paraître. Ta sœur traverse une période difficile. Le jeu de Richard a détruit leur mariage et elle vit avec nous le temps de se remettre sur pied. Les filles ont du mal avec le divorce, franchement, nous aussi. J'ai attendu. Il ne s'agissait pas d'inquiétude pour Vanessa. Cela menait à quelque chose de plus grand. Nous sommes à la retraite maintenant, Maria. Notre revenu fixe est très sollicité pour subvenir aux besoins de 3 personnes supplémentaires. Vanessa cherche du travail, mais ça prend du temps. Nous nous demandions si tu pourrais nous aider financièrement, juste le temps que les choses se stabilisent. L'audace m'a coupé le souffle. Après 7 ans sans contact, ils pensaient pouvoir simplement appeler et demander de l'argent. Après avoir refusé de m'aider pour des médicaments vitaux, ils voulaient que je subventionne leur retraite confortable. Vous plaisantez, ai-je dit sèchement. Maria, nous sommes une famille. Nous devons nous serrer les coudes dans les moments difficiles. La famille, ai-je interrompu. Où était la famille quand j'étais malade et désespérée ? Où était la famille quand je dormais sur des canapés d'emprunt parce que je ne pouvais pas payer mon loyer et mes médicaments ? La voix de ma mère s'est durcie. C'était différent. Tu étais jeune et tu devais apprendre l'indépendance. Là, il s'agit d'enfants innocents qui n'ont pas demandé à ce que leur père détruise leur vie. Et je n'ai pas demandé à avoir une maladie chronique, mais nous y voilà. La conversation a vite dégénéré. Elle m'a accusée d'être égoïste et rancunière. Je lui ai rappelé leurs paroles exactes d'il y a 7 ans, en les lui resservant mot pour mot. Ne compte pas sur nous simplement parce que nous sommes ta famille. Tu dois te débrouiller toute seule. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les choses changent, Maria. Les gens grandissent. Nous te demandons de l'aide maintenant. Et je vous donne la même réponse que vous m'avez donnée. Débrouillez-vous tout seul. J'ai raccroché, tremblant d'adrénaline et de douleur ancienne. James m'a trouvée assise sur notre lit, fixant le téléphone. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début de leur campagne pour me faire céder par la culpabilité. 3 jours après cet appel, mes tantes ont commencé à m'envoyer des SMS. Puis mes cousins,
puis des amis de la famille dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Le message était toujours le même. Maria, tes parents ont du mal avec la situation de Vanessa. Ces pauvres filles ont besoin de stabilité. Comment peux-tu tourner le dos à ta famille? C'était une campagne coordonnée, et je savais exactement qui l'avait orchestrée. Mes parents s'étaient dépeints comme les grands-parents martyrs, sacrifiant leurs années dorées pour élever les enfants de leurs filles, tandis que leur autre fille, la froide et riche, refusait d'aider. Le point de rupture est venu lorsque ma cousine Isabella a appelé, en pleurant. Maria, je n'arrive pas à croire que tu sois si sans cœur. Emma et Sophia ne sont que des enfants. Elles ont perdu leur maison. Leur père a détruit leur famille. Et maintenant, elles risquent de perdre aussi leur stabilité avec leurs grands-parents. Comment peux-tu vivre avec ça? Est-ce que quelqu'un t'a dit pourquoi je ne parle plus à nos parents depuis 7 ans? Ai-je demandé calmement. Ils ont dit que tu avais une rancune depuis que tu étais plus jeune. Mais Isabella, quand on m'a diagnostiqué un lupus, je faisais face à un choix entre les médicaments et la rue. J'ai demandé de l'aide à nos parents, pas pour du luxe, pour ma survie. Ils m'ont dit de me débrouiller seule parce que j'étais une adulte qui devait apprendre l'indépendance. J'ai failli mourir en essayant de gérer sans traitement adéquat. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Mais les filles sont innocentes. Tu as raison. Mais je l'étais aussi quand je me noyais dans les factures médicales. Où était l'intervention de la famille à ce moment-là? Où étaient les appels larmoyants pour m'aider? Ce soir-là, James et moi avons pris une décision. Nous avons bloqué tous ceux qui avaient participé à la campagne de culpabilisation. Nous avons changé notre numéro de téléphone. Nos réseaux sociaux sont passés en mode privé. Si mes parents voulaient nous joindre, ils devraient faire un effort. Le même effort qu'ils avaient refusé de faire 7 ans auparavant. Pendant 2 semaines, nous avons eu un silence béni. Puis ils se sont présentés chez nous. J'étais dans notre jardin de devant en train de planter des bulbes pour le printemps quand un taxi s'est arrêté. Mes parents en sont sortis et mon père a payé le chauffeur avant de se tourner vers moi avec des expressions déterminées. « Maria, il faut qu'on parle », a crié ma mère. Tous mes instincts me hurlaient de courir à l'intérieur et de verrouiller la porte. Mais j'avais 31 ans, j'avais réussi ma vie, et j'étais en sécurité dans ma propre maison. Je n'allais pas me laisser chasser par des gens qui m'avaient rejeté quand j'avais le plus besoin d'eux. À propos de quoi? Je me suis levée, enlevant la terre de mes gants de jardinage. À propos de notre famille, de la guérison des vieilles blessures et d'avancer ensemble. Leur approche était différente cette fois, plus douce, plus calculée. Ils voulaient jouer la carte de la réconciliation, espérant que la manipulation émotionnelle réussirait là où la culpabilité avait échoué. Mais j'étais prête pour eux. Mes parents se tenaient dans mon allée comme des diplomates réticents, vêtus de leurs habits du dimanche et arborant des expressions d'humilité étudiées. Ce n'était pas l'approche colérique et autoritaire qu'ils avaient adoptée lors de notre appel téléphonique. C'était de la stratégie. Nous savons que nous avons fait des erreurs, Maria, commença mon père, sa voix soigneusement modulée. Quand tu étais malade, nous pensions t'aider à devenir indépendante. Nous réalisons maintenant que nous avions tort. Ma mère hocha la tête avec ferveur. Nous avons eu le temps de réfléchir, surtout en voyant ce que traversent les filles de Vanessa. Nous aurions dû être là pour toi. Nous sommes désolés. J'ai étudié leur visage, cherchant un remords sincère. Ce que j'ai vu à la place, c'était du calcul, le genre d'excuse mesurée conçue pour atteindre un résultat précis. Vous êtes venu ici en taxi pour vous excuser pour quelque chose qui s'est passé il y a 7 ans? Ai-je demandé. Nous voulions mettre les choses au clair avant de discuter de la situation de Vanessa, a dit mon père. Nous pensions que si nous pouvions guérir notre relation, peut-être que nous pourrions tous travailler ensemble en tant que famille pour aider ces filles. Et voilà, le véritable objectif. Donc, ces excuses sont conditionnelles à ce que je vous aide financièrement? Non, non, a protesté ma mère, mais ses yeux la trahissaient. Nous voulons sincèrement réparer notre relation. C'est juste que le timing était bon. Le timing était bon parce que vous avez besoin d'argent et que je suis la seule option qui vous reste, ai-je interrompu.
Laissez-moi vous poser une question. Si le mariage de Vanessa était solide et que vous étiez financièrement à l'aise, seriez-vous dans mon allée en train de vous excuser en ce moment? Le silence s'est étiré, inconfortable. Ce n'est pas juste, a finalement dit mon père. Les gens peuvent changer. Les circonstances peuvent vous faire réaliser vos erreurs. Des circonstances comme avoir besoin d'argent de la fille que vous avez abandonnée. La façade de ma mère s'est légèrement fissurée. Nous ne t'avons pas abandonné. Nous t'avons appris à être autonome et regarde comme tu as réussi. Peut-être que nos méthodes étaient dures, mais elles ont fonctionné. Vos méthodes ont failli me tuer, dis-je doucement. Je rationnais des médicaments qui empêchaient mon système immunitaire d'attaquer mes propres organes. J'ai vécu dans ma voiture pendant 3 semaines parce que je ne pouvais pas payer le loyer et le traitement. J'ai vendu les bijoux de ma grand-mère, la seule chose qu'il me restait d'elle, pour acheter des pilules qui coûtaient plus cher que le loyer de la plupart des gens. Pendant un instant, une véritable émotion a vacillé sur leur visage. Mais elle est passée rapidement, remplacée par la défensive. Tu as survécu, a dit mon père. Tu es plus forte maintenant. J'ai survécu malgré vous, pas grâce à vous. James est apparu sur notre porche, ayant entendu des voix s'élever. Il n'a rien dit, s'est juste tenu là comme un rappel silencieux que je n'étais plus seule. Maria, a réessayé ma mère. Nous comprenons que tu sois en colère, mais Emma et Sophia ont besoin de stabilité. Elles font déjà face à l'abandon de leur père. Comme j'ai fait face au vôtre. Les mots sont restés en suspens dans l'air comme un réquisitoire. Mes parents ont échangé un regard, et je pouvais les voir recalibrer leur approche une fois de plus. Mais j'en avais fini avec leur jeu. Il était temps de dire quelques vérités qui dérangent. Laissez-moi vous dire ce qui se passe vraiment ici, dis-je, ma voix gagnant en force. Vanessa a toujours été votre enfant chéri. Mariage parfait, maison parfaite, petits-enfants parfaits. Vous avez tout investi émotionnellement et financièrement dans sa réussite parce que cela vous donnait une bonne image. Mes parents se sont tortillés, mal à l'aise. Mais j'ai continué, quand le jeu de Richard a détruit cette image parfaite, vous n'avez pas pu accepter que votre investissement avait échoué. Alors vous avez misé le double, en la soutenant, elle et les filles, parce qu'admettre que votre fille préférée avait fait de mauvais choix aurait brisé votre image de vous-même. Ce n'est pas vrai, a protesté ma mère. Nous aimons nos 2 filles de la même manière. Arrêtez. Le mot est sorti plus sec que prévu. Si vous nous aimiez de la même manière, vous m'auriez aidé quand je choisissais littéralement entre les médicaments et la nourriture. Si vous nous aimiez de la même manière, vous ne m'auriez pas exclu des célébrations familiales quand je vous ai fait remarquer votre favoritisme. Si vous nous aimiez de la même manière, cette conversation aurait eu lieu il y a 7 ans, et non pas à un moment opportun avec votre crise financière. Le visage de mon père s'est empourpré. Tu es dramatique. Nous avons pris une décision parentale avec laquelle tu n'étais pas d'accord. Ça ne fait pas de nous des monstres. Une décision parentale? J'ai ri amèrement. Papa, j'avais 24 ans, une maladie chronique et aucun filet de sécurité. Ce n'était pas de l'éducation. C'était de l'abandon avec une justification bien pensante. Nous ne pouvions pas encourager ta dépendance. Mais vous pouvez encourager celle de Vanessa. Elle a 35 ans, elle est divorcée et vit dans votre maison pendant que vous payez ses factures. Où est l'amour à la dure maintenant? Où sont les leçons sur l'indépendance et l'autonomie? L'hypocrisie flottait entre nous comme un nuage toxique. Ma mère a essayé de parler, mais j'ai levé la main. Voici ce qui s'est réellement passé. Vous avez supposé que j'échouerais sans votre soutien, et quand j'ai réussi quand même, cela a menacé votre vision du monde. Vous ne pouviez pas être les parents sages qui m'ont appris la résilience si je n'avais jamais eu besoin de cette leçon en premier lieu. Alors vous avez fait comme si notre rupture était mon choix, mon entêtement, mon incapacité à oublier les rancunes. James est descendu du porche pour se tenir à mes côtés. Sa présence me rappelait que j'avais des gens qui choisissaient de me soutenir, non pas parce qu'ils le devaient, mais parce qu'ils le voulaient. Mais maintenant Vanessa a besoin d'aide, et soudain la loyauté familiale compte, ai-je poursuivi. Soudain, nous devons nous serrer les coudes et nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles.
Le même soutien que vous m'avez refusé quand je me noyais. La voix de mon père est devenue froide. Alors, tu es prête à punir des enfants innocents pour nos erreurs passées? Je ne punis personne. J'applique simplement les mêmes principes que vous m'avez appliqués. Vous m'avez dit de me débrouiller seule, de ne pas compter sur la famille juste parce que nous partageons le même sang. Je vous dis la même chose. Ces filles n'ont nulle part où aller, a plaidé ma mère. Et je n'avais nulle part où aller il y a 7 ans. Mais vous savez quoi? Je me suis débrouillée. J'ai construit une vie, trouvé l'amour, créé ma propre famille. Il est peut-être temps pour Vanessa de faire de même au lieu de courir se réfugier chez papa et maman. La conversation virait à quelque chose de laid, quelque chose qui laisserait des cicatrices permanentes. Mais peut-être que certaines blessures devaient être ouvertes avant de pouvoir guérir correctement. Ou peut-être que certaines relations étaient destinées à rester brisées. La confrontation dans mon allée avait atteint son point de rupture. Mes parents se tenaient là, leur récit soigneusement construit s'effondrant autour d'eux, tandis que je disais enfin tout ce que j'avais gardé pour moi pendant 7 ans. Vous voulez connaître la vraie tragédie ici? Dis-je, ma voix stable malgré l'émotion qui menaçait de me submerger. Ce n'est pas que vous n'ayez pas voulu m'aider quand j'étais malade. C'est que vous ne vous êtes jamais, pas une seule fois en 7 ans, demandé si j'allais bien. Jamais appelé pour savoir si j'étais en vie, si j'avais trouvé un traitement, si je m'étais débrouillée, comme vous l'exigiez. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. De culpabilité ou de frustration, je ne saurais le dire. Vous avez célébré les étapes importantes de Vanessa, partagé ses photos, vous êtes vanté de vos petits-enfants. Mais quand j'ai épousé James, quand j'ai bâti mon entreprise, quand j'ai accompli tout ce que vous prétendiez vouloir que j'apprenne l'indépendance, la résilience, l'autonomie, cela n'avait pas d'importance parce que c'est arrivé sans votre approbation. Nous étions fiers de toi, dit faiblement mon père. Non, vous étiez justifié. Il y a une différence. Vous n'avez pas célébré ma réussite. Vous l'avez utilisée pour justifier votre abandon. James me serra la main, un rappel silencieux que je n'avais plus à faire cela seul. Alors, voici ma réponse finale, dis-je en les regardant droit dans les yeux. Je ne contribuerai pas financièrement à la situation de Vanessa. Si vous avez du mal à la soutenir, elle et les filles, il est peut-être temps d'avoir la même conversation avec elle que celle que vous avez eue avec moi. Débrouille-toi toute seule. Ne compte pas sur la famille juste parce que vous partagez le même sang. Ma mère eut un hoquet. Comment peux-tu être si cruelle? Je ne suis pas cruelle. Je suis cohérente. J'applique les mêmes principes que vous m'avez enseignés. Que l'amour ne consiste pas à encourager la dépendance. Que les adultes doivent résoudre leurs propres problèmes. Que la famille n'est pas un filet de sécurité automatique. Mais les enfants, commença mon père. Elles iront bien, tout comme j'allais bien. Vanessa est instruite, capable et a un système de soutien que je n'ai jamais eu. Elle se débrouillera parce que c'est ce que font les adultes, n'est-ce pas? C'est ce que vous m'avez appris. Pendant un long moment, personne ne parla. Le poids des années de ressentiment et de déception s'installa entre nous comme un mur qui ne pouvait être abattu par une seule conversation. Finalement, ma mère parla, sa voix creuse. Alors c'est tout. Tu vas garder cette rancune pour toujours. Je ne garde pas de rancune, maman. Je me protège de personnes qui ne m'accordent de la valeur que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose de moi. Quand vous avez fini de m'élever, vous en aviez fini avec moi, jusqu'à maintenant, quand les circonstances m'ont rendu à nouveau utile. Nous t'aimons, dit-elle, mais les mots sonnaient creux. Peut-être que vous le faites, à votre manière. Mais votre amour est assorti de conditions et de calculs. Il disparaît quand je ne réponds pas à vos attentes et réapparaît quand vous avez besoin de quelque chose. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Mon père se redressa, son expression se durcissant avec un entêtement familier. Très bien. Si c'est comme ça que tu veux gérer ça, nous nous débrouillerons sans toi. Comme nous l'avons toujours fait. Oui, ai-je convenu. Vous le ferez, tout comme je me suis débrouillée sans vous. Ils se sont tournés pour partir, retournant vers la rue où leur taxi attendait. Mais ma mère s'est arrêtée et a regardé en arrière.
Quand tu auras tes propres enfants, tu comprendras à quel point ces décisions sont difficiles. Pour la première fois de la conversation, j'ai souri. Non pas avec amertume, mais avec une paix sincère. Quand j'aurai des enfants, ils n'auront jamais à douter de mon amour inconditionnel pour eux. Ils n'auront jamais à choisir entre leur santé et mon approbation. Et ils n'auront jamais à se demander si mon soutien est assorti de conditions. Alors que leur taxi s'éloignait, James m'a entouré de ses bras. Nous sommes restés là, dans notre jardin, entourés par la vie que nous avions construite ensemble, regardant mon passé disparaître au coin de la rue. 3 mois plus tard, j'ai appris par la famille élargie que Vanessa avait trouvé un travail et emménagé dans son propre appartement. Les filles s'adaptaient bien, et mes parents avaient discrètement vendu leur grande maison pour s'installer dans quelque chose de plus gérable. Ils se sont débrouillés seuls, tout comme moi, et comme j'ai toujours su qu'ils le pouvaient. 6 mois plus tard, James et moi avons annoncé que nous attendions notre premier enfant. Nous avons partagé la nouvelle avec sa famille, nos amis, et la famille de cœur que nous avons construite au fil des ans. Des gens qui nous aiment non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. Mes parents ne rencontreront jamais leur petit enfant de ma part. Non par méchanceté, mais par protection. Certains cycles doivent être brisés. Certains schémas doivent prendre fin. Je suis enfin libre.